Bienvenue à Claude, donc Claude Lepape, qu'on est très heureux d'accueillir, qui est notre invité, on va dire, d'honneur. Claude, on la connaît depuis un bout de temps parce que, ah mais tu n'es pas venu seul en fait, c'est ça? Ah, on t'entend pas. Ouais, il y a des histoires de micro qu'il faut toujours activer. Oui, j'ai un tout neuf chaton qui est un peu fou, voilà. Mais je le suis bien. Donc Claude, tu es en fait scénariste et réalisatrice. On t'a connu il y a pas mal de temps dans les aventures que tu mènes aussi avec Hubert Charuel, donc à la fois dans les courts-métrages qu'on a déjà présentés et qui ont été présentés largement en Champagne-Ardenne et j'espère dans le Grand Est, qui était par exemple La Diagonale du Vide ou Canada, qu'on a beaucoup montré. Évidemment, co-scénariste aussi de Petits Paysans, qui a effectivement fait le tour du Grand Est et de la France entière. Donc, on est particulièrement content de t'avoir. Et puis, effectivement, tu es aussi scénariste de séries. Tu as rejoint une série qui était Ainsi soit-il, et puis surtout là pour les deux premières saisons, donc la série Hippocrate. Donc bienvenue à toi. Merci à vous. Merci de l'invitation. On a un petit peu de temps pour essayer de voir effectivement quel est ce métier de scénariste qui est dont c'est très drôle, il y a le chat qui... Je vais mettre dans le fond fou, c'est pas possible sinon. Non, non, mais c'est très bien comme ça. Ah, c'est enregistré comme ça, la pauvre. Voilà, Ouais. absolument. Absolument. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse le tour de ce métier de Ouais. scénariste et qu'on donne aussi peut-être quelques clés comme ça. Et bien sûr, j'invite tous les spectatrices et spectateurs à poser des questions qu'on fera remonter évidemment à Claude dès que vous en avez. N'hésitez pas à intervenir. Quatre petites parties dans notre entretien. La première, est-ce qu'on parle de vocation ou comment c'est venu? Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu t'es dit je voudrais faire du cinéma ou comment ça s'est formulé pour toi? Euh, alors vraiment, je pense que faire du cinéma, ça a été. Je pense pas avoir voulu faire autre chose de ma vie, jamais en fait. Enfant, c'était déjà très très clair que c'était ça que je voulais faire. Et même enfant, je cherchais comment faire du cinéma enfant. Et donc, pour moi, le seul moyen de faire du cinéma quand on est enfant, c'est d'être acteur. Donc, moi, je me suis beaucoup imaginée actrice enfant. J'ai eu la chance de pouvoir faire un film où j'avais ce qu'on appelait un rôle silhouette, donc un film où j'étais très très peu présente à l'écran, mais par contre j'avais beaucoup de jours de tournage parce que j'en avais 21, je me souviens, c'était énorme, sur un long métrage qui était tourné donc, dans ma ville Caen, moi je viens de Caen, et qui s'appelait Saint-Cyr de Patricia Mazui. Donc en plus c'était un film en costume avec des animaux, beaucoup de figurants, enfin c'était vraiment le cinéma quoi. Ouh là Et là, on va aller revoir Saint-Cyr pour te ah bah oui, trouver. alors je suis sur l'affiche, donc on peut me voir. Alors qu'il n'y a aucune raison que j'y sois, mais j'y suis. Donc on me voit au fond sur l'affiche. Et voilà, enfin, je pense que j'ai un plan en fait, où on me voit vraiment, sinon je fais de la figuration. Mais moi, ça m'a confirmé enfin, l'envie de faire du cinéma. Alors pas actrice, mais autre chose. Donc je cherchais dans la technique. Et donc moi, j'ai continué mes études en me disant un jour, je ferai du cinéma. J'avais déjà dans la tête que je voulais faire une école de cinéma parce que moi, je connaissais personne dans ce milieu-là. Et pour moi, c'était, enfin, je suis fille de prof. Donc pour moi, l'école, voilà, il y avait un truc logique. Quand on veut faire un truc, on va à l'école. Je pense qu'il y a vraiment d'autres moyens, mais pour moi, j'en voyais pas d'autres pour moi. Et du coup, voilà, j'ai fait mes études en me disant, la FEMIS, on peut le faire à bac+2, donc je vais faire à bac+2. Et comme moi, je voulais faire du plateau, parce que c'était comme ça que je voyais le cinéma, c'était le plateau, moi, je l'avais passé en script, la FEMIS. Donc, ce script, donc c'est la personne qui est chargée de la continuité du scénario sur un plateau et qui est en collaboration beaucoup avec le réalisateur et avec les chefs de poste, chef op, l'ingé son, voilà, les costumes, voilà, qui se chargent du raccord et de la logique interne du film au cours du tournage.
Et j'avais été sur liste d'attente. Et comme ce concours n'était ouvert que tous les 2 ans, l'année suivante, par élimination, hein, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et j'étais tombée sur le scénario. Et après, hein, bon, donc, c'était pas vraiment une vocation, mais quand j'ai réfléchi, écrire des histoires, écrire des trucs, partager des petites histoires, avoir le goût de dessiner, de raconter, ça, en fait, c'est quelque chose de l'enfance très, très, très présent. Donc, en Ah fait, je ne oui. savais pas, mais ça, Tu avais- je savais pas, mais en fait, il y a, enfin, La mise en scène est très bien, Claude. T'inquiète pas. bref, Tu mais sais voilà. bien que les animaux attirent l'œil. C'est C'est comme ça au le mouvement, cinéma. là, forcément, le mouvement l'attire beaucoup. Donc, bref, je pense qu'on va voir que je chapeau. C'est pas grave. Voilà, donc oui, c'est en fait une forme de vocation qui n'était pas complètement consciente, on va dire. Mais Ça voilà, veut donc dire que tu écrivais effectivement déjà quand tu étais vraiment, ado. vraiment enfant, petite fille, quoi. Après, D'accord. au collège, lycée, plus du tout. Et puis, enfin, il y avait quand même des gens. Puis j'avais été à la fac quand même en cinéma, mais j'écrivais pas de scénario non plus. C'était vraiment quelque chose de l'enfance, d'inventer des petits personnages. Enfin, bon, tous les enfants font ça, hein, mais d'inventer beaucoup des histoires et qui se répétaient, qui se suivaient comme ça, avec mes Playmobil, mes dinosaures, mes machins. Et je les écrivais. Il y avait à l'école primaire, on faisait des histoires et en fait toutes les semaines on pouvait aller lire un texte et moi je me rappelle que je l'ai fait toutes les semaines de venir lire un texte. Enfin, c'était hyper important pour moi de venir lire mes petites histoires. Enfin, c'était vraiment des petites histoires. Hmm. Mais voilà. Et tu nous parles de l'enseignement de la Fémis, et donc en combien d'années déjà, et qu'est-ce que vous étudiez, quelle est la progression effectivement de l'enseignement à la Fémis? Alors, moi, je suis sortie il y a 10 ans, donc je parle de l'enseignement d'il y a 14 ans, qui a changé beaucoup. Donc, je vais essayer d'actualiser, mais je suis pas. Ce qui est toujours le cas, c'est que ça se déroule en 4 ans pour la formation initiale, que c'est ouvert, il me semble, jusqu'à 27 ans. Enfin, le candidat peut avoir 27 ans, après, je crois qu'il y a des dérogations. Voilà. Donc, en moyenne, on a plutôt entre 22 et 25 ans, on va dire, quand on rentre. Et donc, ça se déroule sur 4 ans. La première année, c'est un socle commun. Donc, tous les étudiants, quel que soit le département qu'ils ont choisi, son, image, montage, réalisation, production, font la même chose et apprennent. Enfin, l'idée de la FEMI, c'est pour pouvoir faire son propre métier, il faut savoir comment se déroule un film et quel est le métier des autres. Donc, du coup, on apprend tout. Alors, pas forcément techniquement complètement, mais on apprend à enregistrer le son, à écrire un petit scénario, à monter, à produire, non pas trop, mais voilà, voilà, on sait faire De techniquement. promotion en promotion, vous avez des projets communs. On a des projets communs, on a aussi nos propres projets, les gens tournent sur les films des uns des autres. Et après, donc, deuxième année, troisième année, quatrième année, c'est les années de spécialisation. Donc, en scénario, on se retrouve à 6 de la promo et on écrit, je pense, 4 longs métrages en 3 ans et on participe au scénario des réalisateurs parce qu'ils tournent des cours qui seront donc tournés avec les gens de l'école, au chef-op, mon son et tout ça. Et voilà, donc c'est une formation qui était, quand moi j'y étais, extrêmement pratique, mais il n'y avait pas du tout de cours de dramaturgie, ou très peu, en tout cas pas assez pour moi. Très très peu de cours de dramaturgie. Et beaucoup, alors quelques intervenants professionnels qui venaient, des scénaristes professionnels qui venaient nous expliquer comment eux ils travaillaient. Il y avait quand même un peu de théorie, on va dire, du scénario, mais pas beaucoup. Et à mon époque, on avait insisté pour avoir un module justement série télé, parce que c'était que concentré sur le long métrage. La FEMIS formation initiale, c'est le long métrage, c'est le cinéma, mais c'est pas la série. Donc on avait eu un petit module de série. Aujourd'hui, il y a une section série télé à la FEMIS qui dure qu'un an, pas 4, mais qui dure un an. Et je crois qu'ils ont plus de ponts aussi entre la série télé et le cinéma, les deux sections. Donc, ils apprennent aussi plus de choses ensemble. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en scénario, il y a plus de bagages techniques, on va dire, enseigné, à mon époque. Alors, tu parles de série, donc on va parler de série. On va parler Hippocrate. Voilà, donc c'est cette série qui se prolonge là pour l'instant, donc c'est la deuxième saison cette année. Si je lis le pitch, c'est un hôpital en périphérie d'une grande ville. Alors c'est le pitch qui était de 2015, donc c'est assez drôle. Effectivement, comme tu m'as confié, tu as eu la gentillesse de me confier quelques documents, c'est effectivement toujours intéressant de voir comment les choses elles évoluent au cours de l'écriture. Donc suite à des mesures sanitaires,
vous êtes presque précurseur. Les médecins titulaires de tout un service se retrouvent coincés chez eux pour 48 heures. 4 internes qui ne se connaissent pas encore vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades, mais la quarantaine se prolonge, donc les médecins titulaires ne reviendront pas tout de suite. Les 4 internes deviennent les médecins-chefs, en fait, et sont obligés de travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous dire, j'ai oublié de dire que Thomas Lilti, donc, qui est à l'origine de cette série, a fait aussi un long métrage que certains d'entre vous sans doute ont vu, qui s'appelait Hippocrate, et donc la série découle évidemment de ce long métrage, même si c'est un tout autre environnement. Par contre, le point de vue général, c'est qu'on est du point de vue des internes et de tout leur questionnement profond par rapport à leur métier, aux gestes médicaux, aux décisions à prendre, qui sont continuelles et qui ne sont pas sans conséquences. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse, c'est-à-dire comment tu es entré dans cette équipe, parce que justement, peut-être qu'on découvre aussi comment se fabrique une série. Voilà, quel est le premier contact avec cette série? Le premier contact, c'est quand on est scénariste, on passe un peu des castings aussi, un peu comme les acteurs, pour savoir si on va être pris ou pas pour tel ou tel projet. Donc moi, j'ai passé le casting d'Hippocrate, et sur le projet, il y avait déjà donc Thomas Lilti, donc le créateur et le réalisateur d'Hippocrate et les autres films qui sont cités dans l'annonce. Et Julien Lilti, donc le frère de Thomas, qui avait aussi écrit avec lui Hippocrate. Enfin, ils étaient plus nombreux, mais il avait écrit Hippocrate avec lui. Et eux, tous les deux, ils avaient dans la tête ce que Jérôme a lu. Voilà. En fait, quand moi je suis arrivée avec donc l'autre nouvelle scénariste qui s'appelle Anaïs Carpita et avec qui on a tout écrit depuis 5 ans maintenant, on est arrivé avec ce pitch-là. Voilà. Et à partir de ce pitch-là, on a travaillé pendant plusieurs mois, semaines, mois, en se retrouvant toutes les, je sais pas, 4 jours par semaine dans un bureau à 4 à réfléchir à partir de ce pitch-là, parce que voilà, Thomas avait ça. En fait, ce qu'il voulait, c'était des internes seuls dans un service. Donc, ils avaient eu l'idée avec Julien de cette quarantaine. Et voilà, c'était en fait à partir de ça, on construit tout. Donc ces 4 internes, qui sait, voilà, et on savait que ça serait 2 filles, 2 garçons, et que dans les garçons il y aurait sans doute un légiste ou un médecin étranger. Donc finalement c'est les deux. Et voilà, à partir de là, on fait tout. Donc on savait que c'était du 8x52, donc ça c'est le cadre qu'il y a. On savait un peu que le ton serait semblable à celui d'Hippocrate, au sens où c'est c'est un film réaliste qui se passe du point de vue des internes, avec la volonté pour Thomas, qui a été médecin, d'être à la hauteur de ça et de ses souvenirs, lui, d'interne. Et voilà, en gros, c'est ça, la consigne, c'était ça. Et à partir de ça, on construit toute la dramaturgie, les personnages, les cas médicaux, voilà, tout ça. Alors, ce qui est assez étonnant dans la série, c'est que c'est une série très vive, dont les dialogues d'ailleurs sont eux-mêmes très vifs, et il y a une immersion qui est très impressionnante, qui est très, pour le spectateur, qui est très parfois éprouvante, poignante. Alors, comment vous réussissez, vous, scénariste? Tu l'as dit, tu es fille de prof, pas fille de médecin. Comment on s'immerge déjà, comment on se nourrit de tout un milieu qu'on n'est pas censé connaître? Alors là, je vais parler parce que donc, Thomas est médecin, et Julien est aussi fils de médecin. Donc Thomas est frère de médecin et fils de médecin. Donc pour eux, c'est à peu près la vie normale quand même. Anaïs et moi, qui est aussi fille de prof, et je pense que c'est pas si. Nous, on était notamment, d'abord, en tout cas pour ma part, extrêmement intéressés par la médecine. C'est-à-dire que dans l'autre métier que j'aurais voulu exercer, c'était la médecine. C'est vraiment quelque chose qui, aussi parce que je suis un peu hypocondriaque, mais aussi parce que c'est un métier qui me fascine vraiment. Moi, j'étais très intéressée par la médecine, et Anaïs et moi étions des fans absolus de Urgence. Donc, une série qui est vraiment très vieille maintenant, mais où il y a vraiment des ponts, en fait, avec Hippocrate assez évidents. Mais voilà, donc on était quand même, évidemment, c'est par la fiction, mais c'était quand même un univers, et un univers de fiction dans lequel on n'était pas du tout étrangère. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de pouvoir... oui, de pouvoir jouer à Urgence, pour le dire un peu
vite. Donc, du coup, on était tous les quatre assez sensibles, en tout cas à cet univers-là. Moi, c'était quelque chose qui à la fois me faisait peur, parce que l'hôpital, ça fait peur à tout le monde, et même quand c'est en fiction, ça fait peur, surtout quand on prend d'un point de vue extrêmement réaliste comme ça, de voir que, voilà, et surtout l'impuissance totale des médecins, en fait, parce que c'est ça aussi que ça raconte, l'impuissance et la responsabilité immense. Ça, forcément, que c'est un peu stressant. Sur ce qui est le réalisme pur, en fait, c'est aussi prendre quand même toute l'expérience de Thomas en tant que médecin, les cas qu'il pouvait raconter, et autour de soi, voir les cas qu'on pouvait nous connaître, parce que tout le monde n'est pas médecin, mais tout le monde a eu affaire à des médecins. Donc il y a quand même quelque chose, même après en se renversant, et c'est aussi ça que permet la série, mais en renversant et en se mettant de l'autre côté quand on a été patient, on arrivait quand même à trouver des choses les plus réalistes possibles. Et en fait, le réalisme, le naturalisme, il vient. Il y a des choses qui ne sont pas du tout réalistes, hein, je crois, d'un point de vue hospitalier, disons. Enfin, le point de départ est quand même assez poussé, mais les réactions des gens sont très réalistes. Et ça c'est le travail du scénariste dans n'importe quel métier, je dirais, en fait. Ce qui, moi, je pense, fait vrai, c'est que les patients comme les médecins réagissent. Enfin, on peut très bien comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Et comme en plus, on a pris des internes qui sont très jeunes, donc notamment Alison et Hugo, n'importe quel spectateur peut s'identifier à eux, puisque, bon, évidemment, ils ont fait 6 ans d'études et pas nous, mais par contre, ils débarquent dans un monde, voilà, on leur donne, voilà. Donc on peut beaucoup se mettre à leur place et se demander comment nous, on réagirait à leur place face à, voilà, quelqu'un qui décompense complètement, quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc ça, en tant que scénariste, enfin, faut juste se mettre à la place et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et après, donc, on a des outils, on a Thomas, on a Urgence, on a des sites internet, on sait tout sur une dissection aortique, on sait ce qu'est une rupture de varice œsophagienne, on sait quelle ampoule d'adresse on met pour un infarct. Enfin voilà, pour un malaise cardiaque. Maintenant, on sait à peu près ça. On sait, enfin, on sait pas le faire, mais on sait théoriquement. Ouais. Alors, on va essayer de partager le premier scénario, le tout premier scénario, comme ça qu'on voit un peu comment se présente un scénario. Voilà, c'est l'épisode 1 et c'est la première version. Donc, on va aller à la page 1, enfin à la page 2, plutôt. Voilà. Alors, stop. Et donc, est-ce que tu peux nous parler alors, c'est très formel, mais peut-être qu'on a aussi besoin de petits détails comme ça qui font comment ça s'écrit, c'est-à-dire qu'effectivement, là, j'imagine bien que beaucoup ont déjà vu des scénarios, mais redire quand même les bases de comment on écrit un scénario. Qu'est-ce que c'est un scénario de série particulièrement, mais aussi d'autres. Quels sont les éléments qui sont importants et indispensables qui apparaissent dans ce document qui est un document papier? Le scénario, il a la particularité d'être un document à la fois artistique et technique, et c'est un document écrit qui figure ce qui n'est pas du tout écrit, un film ou une série. Donc du coup, c'est comment on traduit sur le papier ce qui va être plus tard tourné, monté, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que donc c'est du 8x52. On estime très grossièrement qu'en scénario, mais vraiment grossièrement, mais, une page égale 1 minute à peu près, et que du coup là on voit que le scénario fait 50 pages, donc on est à peu près dans les 52 minutes, puisque voilà, donc normalement ça va, le scénario ni trop long ni trop court a priori. Ensuite, on organise le scénario en séquences. Une séquence, c'est une unité de lieu et de temps, c'est-à-dire que ça, c'est à la fois ça donne une indication, par exemple, du montage final, mais aussi de comment ils vont tourner. En fait, c'est à la fois pour figurer le film et l'épisode terminé, et la manière dont ils vont devoir le tourner. Donc là, par exemple, scène 1, station RER banlieue matin, ça donne une idée. Donc, c'est ce qu'on met sur le scénario. Est-ce que c'est un intérieur, un extérieur? Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui vont tourner, savoir où ils vont tourner, comment ils vont faire techniquement. Station de RER banlieue, donc ça, c'est le lieu précis. Et ce qu'on appelle l'effet, c'est-à-dire est-ce que c'est un jour ou nuit. Donc ça, c'est évidemment plus des indications pour que quand on lise, on comprenne l'histoire, mais c'est quand même aussi beaucoup pour que les techniciens sachent comment ils vont tourner. Oui, c'est le document en fait sur lequel tout le monde travaille, toute l'équipe du film, que ce soit les décors, les costumes, les accessoires, la lumière, tout le monde travaille à partir de ce document-là.
tout le monde à son poste fait un dépouillement du scénario. Donc l'accessoiriste, il va regarder tous les accessoires qui sont notés. C'est pour ça c'est un document extrêmement précis et qui doit être compréhensible et servir à absolument tout le monde, puisque c'est le moyen de communication commun de tout le monde. Donc tout le monde fait son dépouillement perso et même dans un autre truc, mais les monteurs lisent très précisément les scénarios parce que eux ils voient déjà comment ils vont comment ils vont se débrouiller après si tout ça est tourné, évidemment. Bon, en l'occurrence, il se trouve que les scénarios d'Hippocrate, alors celui-là c'est une V1, mais sont extrêmement proches des scénarios, des épisodes de film. Tu veux dire dans le montage, c'est extrêmement oui, les dialogues, c'est les dialogues. Alors, il y a des choses de narration qui sont un peu inversées, soit parce que ça marchait pas, soit parce que, en fait, au final, c'est plus efficace, soit parce que, voilà, il y a aussi des structures qui ont changé. Mais voilà, le scénario, c'est ce qui donne à la fois la structure narrative, les dialogues, il y a tous les dialogues, le nombre de personnages, comment ils sont les personnages, et ça, c'est le truc artistique, et techniquement, c'est ce qui sert à tout le monde pour travailler. Alors, on va passer à la page 2 parce que justement, tu as parlé des personnages. Alors, la page 2, tout en haut de la page 2, voilà, la scène donc 6. Et alors là, j'étais totalement surpris de voir Martine Bogossian, infirmière-chef, Chloé Antowska, Hugo Berman, c'est-à-dire que votre travail sur les personnages va jusqu'à préciser des noms, des prénoms, évidemment, et des noms. Est-ce que tu peux nous parler de comment justement on crée ces personnages? Quelle a été votre matière de départ? Vous savez, tu as dit tout à l'heure 2 femmes, 2 hommes, plutôt évidemment jeunes, internes. Ils sont alors grosso modo 6e année d'études, peut-être 7e pour Chloé, je ne sais pas, qui a l'air être un peu plus en avance. Mais à partir de là, comment vous avez créé les caractères de chacun? Et arriver à l'appeler Chloé Antowska, par exemple. Alors, en l'occurrence, Chloé Antowska, c'est la grande spécialité donc, de Anaïs, qui donne des noms de ses amis à beaucoup de personnages. Donc, Antowska, c'est une de ses amies. Après, sur comment on crée les personnages, c'est à la fois simple et je sais pas. Je sais pas. L'idée, c'est de trouver des personnages qui soient assez complexes et riches pour tenir 8 épisodes, voire 16, voire 24, voire voilà. Donc, il faut trouver quand même des personnages qui ont... Alors, ça, c'est souvent un problème. Donc, il faut que les personnages aient un problème. Là, ils ont un problème très concret, hein, il faut qu'ils gèrent ce service, mais il faut que chacun ait un problème personnel plus complexe que ça et dont on ne peut pas se sortir complètement tout de suite. Chloé, pendant très longtemps, donc elle a toujours été désignée, enfin, elle a très vite été désignée comme la plus âgée, la plus douée, la plus handicapée, et pendant plusieurs mois, elle n'était pas avec un problème cardiaque comme c'est le cas là, elle était enceinte. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on a fini par abandonner parce qu'en fait, ça ne nous convenait pas, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui allait se régler, ce qui n'est pas le cas d'un problème cardiaque, et qui, enfin voilà, donc c'était pour nous pas, et puis ça ressemblait pas au caractère que nous on voulait de Chloé, qui était quelqu'un qui dissimulait, mais pour une bonne raison. Et là, on ne voyait pas du tout pourquoi. Elle cacherait sa grossesse. Voilà. Enfin, du coup, ça nous convenait pas. Mais ça, justement, c'est des choses que vous... C'est pas chacun dans votre coin, vous vous êtes distribué les personnages, c'est tous ensemble, à un moment donné, vous avez fait les parcours des personnages en échangeant entre vous et en vous disant, bon, qu'est-ce qui peut se passer sur les 8 épisodes? Oui, qu'est-ce qui peut passer sur les 8 épisodes? Qu'est-ce qui peut se passer entre eux? Après, il y a toujours un moment où, parce que notamment dans une Bible, il y a des portraits des personnages, des fiches personnages ou des portraits. Là, à ce moment-là, c'est vrai que comme on était 4 et qu'on était 2 garçons, 2 filles, ça s'est partagé un peu comme ça. Voilà, c'était Claude va prendre en charge, moi j'avais Alison. Anaïs faisait Chloé, Julien Arben et Thomas Hugo. Et ça, c'était pour écrire le portrait. Donc, quand on lit le portrait, on voit qu'il y a un peu des différences de style d'écriture, de style de personnage. Mais ça, c'était vraiment pour la présentation. Et après, oui, on se sentait parfois on se sent plus proche et donc plus en charge d'un personnage. Mais au final, c'est quand même que des décisions communes. Et après, dans l'incarnation, c'est-à-dire dans les dialogues, dans la manière dont ils ont vraiment de se comporter, tout ça, ça se trouve effectivement plus à l'écriture pure des scènes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait chacun, même si après,
En gros, tout le monde a repris les scènes de tout le monde, au moins vu, lu et a validé les scènes de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont de Julien, d'Anaïs, voilà, et donc des personnages qui sont plus proches, mine de rien, de tel ou tel scénariste, de telle ou telle personne qu'on connaît, de tel ou tel... voilà. Mais Donc après, vous-même, quatre scénaristes, vous avez appris à travailler ensemble comme oui, les quatre internes exactement. de la série. Exactement, parce qu'on ne se connaissait pas du tout et que c'était pas toujours des relations très simples non plus, vraiment. Donc c'était du coup, voilà, enfin, ça nous mettait aussi à cet endroit-là et aussi de la nécessité, parce qu'à partir du moment où une série elle est lancée, produite, là le compte à rebours de temps, il est très très tenu, tendu, et il faut livrer des scénarios, quoi. Donc il faut écrire 8 fois 52 pages. En quelques semaines, mois. Donc, voilà, la nécessité d'être raccord, la nécessité d'être ensemble et la nécessité d'être sur la même ligne et sur les mêmes personnages et de ne pas voir des choses différentes chacun, parce que sinon on tirerait dans des sens différents, d'être tous d'accord sur ce qu'on raconte au fond, oui, c'est vraiment, c'est vraiment une expérience. On va arrêter le partage d'écran. Merci, merci. Tu as prononcé un mot qui est le mot Bible. Peut-être que c'est bien pour que tout le monde ait un peu en tête le cheminement de l'écriture. Est-ce que tu peux nous redire les phases qui vont jusqu'à rendre le scénario pour le tournage? Alors dans le cas des séries, c'est vrai qu'un diffuseur, parce qu'en fait au cinéma c'est le producteur qui suit, qui est en charge de tout le projet de A à Z, avec après effectivement la place du distributeur sur la fin, qui devient aussi un interlocuteur extrêmement important, mais c'est surtout le producteur qui est de toute façon là tout le temps. En série, il y a évidemment le producteur aussi, mais il y a le diffuseur qui est là depuis le départ, lui aussi. Donc c'est une relation à trois beaucoup plus qu'au cinéma, où c'est plutôt une relation à deux. Donc le diffuseur, en fait, lui, il choisit un projet, il choisit de développer un projet, donc de rentrer en développement sur la base d'une Bible ou d'une pré-Bible. Mais donc une Bible, c'est une vingtaine de pages qui présentent... alors, il n'y a pas de règles, mais disons que c'est très souvent le principe. Donc là, 4 internes à la tête d'un... Voilà. Les personnages, donc là en gros il y aurait les 4 principaux plus un petit portrait des personnages secondaires, donc Martine, machin, voilà. Ensuite, Donc, ça peut être ce document-là, donc grosso donc voilà, modo. donc elle, la vie de Chloé, voilà. Donc ça c'est vraiment la Bible premier rendu, donc Oui, c'est ce que c'est. c'est ça. Mais finalement c'est assez proche de ce que c'est, donc c'est marrant. Oui, 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 Euh, oui. Et donc, on a le personnage de Chloé qui est euh, là. Alors, effectivement, dans la première version, c'est la version où elle est enceinte. Mais on peut peut-être prendre aussi Alison, qui peut-être est celle qui... voilà. Alison, elle aussi, elle a évolué. Enfin, bon, ça reste proche ça reste proche de ce qu'elle est. Après c'est vrai que l'actrice a donné quelque chose que le personnage n'avait pas. Donc du coup, c'est aussi ça en série, et peut-être même encore plus que dans les films, c'est que les comédiens sont quand même co-créateurs du personnage complètement, et c'est quand même... Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que dans les dialogues, vous avez pu faire des aménagements ou eux-mêmes, est-ce que vous avez fait des lectures avec les comédiens? Nous, on n'a pas pu faire des lectures, c'était un grand regret des scénaristes, parce que Thomas, lui, Thomas a fait des lectures et Thomas nous rapportait ce qui avait été dit ou ce que lui voyait pour certaines choses. C'était moins changé des dialogues, notamment c'était beaucoup précisé pour Arben, donc, qui est joué par Karim Leclou, qui a une lecture très très précise et très fine des scénarios, donc du coup qui voyait lui beaucoup plus que nous parfois ce qui n'allait pas, et il interrogeait beaucoup de choses. Après, Alison, c'est vrai que même en laissant dans les scénarios des choses où elle était beaucoup plus fragile, où elle était très souvent au bord des larmes, ça a été atténué par la personnalité d'Alice Belaïdi. Pour la saison 1, on a assez peu adapté les dialogues aux comédiens, mais pour la saison 2, c'est vrai qu'on a beaucoup plus écrit pour eux, en fonction d'eux, en fonction aussi de ce qu'on savait qu'ils voulaient jouer, ou le fait par exemple que dans la saison 2, il y a un personnage qui est joué par Bully Lanners, et on a su assez tôt que ce serait lui, donc du coup ça on écrivait pour lui effectivement. Mais là sur Hippocrate, après forcément il y a des choses où
il y a des choses où on peut que nous projeter, scénaristes, de se dire est-ce que Louise Bourgoin, elle sera plus un peu à parler comme ci ou à parler comme ça. Voilà, mais bon, ça reste ça reste des mini aménagements Oui, c'est ça. ça n'a pas changé radicalement. L'incarnation n'a pas changé radicalement les personnages du tout. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des rapports aussi avec Canal+? Est-ce que ils ont été lecteurs de vos versions? Comment ça se passe? Je crois que le cas Hippocrate est un cas particulier parce que, de ce que j'ai compris, d'habitude, Canal+ est très présent dans les retours, très présent. Enfin voilà, il faut qu'il soit très, très sûr des textes et tout ça. Nous, on était, comme Thomas était à la fois créateur, scénariste, réalisateur, producteur, beaucoup des relations avec Canal+ en fait passaient par Thomas. Donc lui, en fait, je ne saurais jamais ce que Canal+ disait à Thomas des textes et voilà, ou même des montages. Ça, c'était très très gardé. Donc du coup, je ne sais pas trop. Évidemment, il validait tous les textes. Le diffuseur, voilà, le diffuseur ne lance un tournage que lorsque ils sont sûrs que ça va leur convenir. Donc, Et les voix des comédiens, puisqu'il y a une question là-dessus sur le casting des comédiens et leur influence éventuelle sur l'écriture. Donc, tu viens de parler de Bouli Lanners, par exemple. Est-ce que le fait que ce soit Louise Bourgoin, dans l'oreille, vous aviez envie, effectivement, dans les dialogues, de lui distribuer des choses particulières? non, Pour après, Alison ou pour ce qui est de... En fait, c'est amusant parce que Chloé Antowska, moi, je l'imaginais beaucoup plus, quand on l'a écrit, beaucoup plus brute et beaucoup plus nerveuse. Or, il se trouve que, en fait, la personne personnage qui est nerveux, c'est plutôt Alison, parce que Alice est très très tonique et que Louise Bourgoin a une forme de calme très voilà, sa froideur, enfin ce qu'elle joue en froideur, est quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus en retenue. Donc c'est vrai que tous les trucs qui étaient très cassants, dits par elle, alors ils restent cassants, mais sont beaucoup moins, voilà, beaucoup moins tendus et beaucoup moins. Donc ça c'était intéressant parce que du coup elle a donné un autre tempo au personnage qui était beaucoup plus comme ça. Alors que nous on voyait quelqu'un qui était très très tonique et c'est pas ça qu'elle joue. Donc du coup c'est vrai que c'est le même dialogue, mais c'est pas comme ça qu'on l'entendait nous. Est-ce qu'au fur et à mesure de la série, parce que ce que tu m'as dit aussi quand on a préparé, c'est que vous continuiez l'écriture alors que le tournage était commencé. Est-ce qu'au fur et à mesure, justement, des 8 épisodes, vous avez modifié des choses sur les dialogues? De toute façon, on modifiait des choses, mais c'était pas en fonction de ce qui était tourné, parce que faut imaginer en plus, là, bon, en plus, ils tournaient dans le même décor, mais donc ils ont tourné 8 épisodes cross-bordés. Donc c'est ça aussi qui est Oui, en fait, ils tournent pas même pas un épisode désordonné. Ils on tournent mélange. en gros 4 épisodes cross-bordés, 4 et 4. Donc du coup, c'est vrai que les aménagements en fonction du tournage sont quand même très compliqués parce que non, il y avait rien qui était. Sur la saison 2, il y a eu des aménagements parce qu'il y a des comédiens qui en fait ne convenaient pas, voilà, donc des personnages qui ont fusionné et donc ça, il fallait un peu se débrouiller avec ça. Mais c'était à la marge, quoi. Sur le type de jeu, non. De toute façon, nous, on n'avait pas accès au rush, donc. D'accord. Oui, excuse-moi, Est-ce qu'on peut excusez-moi, Jérôme Méclone, mais il reste que 10 minutes et on a des questions et il y a d'autres sujets à aborder. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler le timing. Oui, mais je lis les questions aussi au fur et à mesure. Alors, tu as fait une expérience de réalisation, tu en as fait 2. Ouais. Tu as fait Cajou, qui est un court-métrage qui a beaucoup tourné, et puis le deuxième, donc La Maison, qui est entre parenthèses pas très loin du Donegal. Tu peux nous raconter un peu pourquoi tout d'un coup, en tant que scénariste, tu as eu envie de toi-même être réalisatrice? Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette aventure? Je pense que c'est... Bon, alors déjà, c'est vrai, quand on est scénariste, je pense que l'a priori de tout le monde, c'est que ce n'est qu'un pas avant la réalisation.
Voilà, que c'est le but au final, c'est ça. Bon, moi maintenant, je sais que pas du tout. Non, je crois que l'envie vraiment, le besoin, c'était parce que quand on est scénariste, on passe sa vie à raconter les histoires des autres, pour les autres, voilà. Et je pense que moi, j'avais un moment besoin de raconter quelque chose qui soit personnel, et je ne comptais pas que mon histoire personnelle soit réalisée par quelqu'un d'autre. Du coup, et j'avais envie de faire tourner mon petit frère, et voilà, je trouvais ça ridicule que mon frère tourne avec, parce qu'il n'est pas comédien, tourne avec quelqu'un qui ne soit pas moi. Donc du coup, j'ai eu envie de raconter une histoire familiale, sur une histoire personnelle, et du coup de la raconter moi jusqu'au bout. Donc voilà, Cajou, c'était ça. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, la réalisation, c'était pas forcément moi ce qui me plaisait le plus. Et la maison, c'est vrai que c'était plus un concours de circonstances ça parle de la maison de mon père et de la mort de mon père, et du coup il y avait une urgence pour moi à filmer, à garder une trace visuelle et mouvante d'une maison qu'on a vendue et que du coup on n'aurait plus, et qui en plus a été complètement transformée, enfin elle a été complètement refaite. Donc voilà, on avait quelques jours pour essayer d'imaginer quelque chose dans cette maison-là, et que voilà, c'est ce qu'on a fait. Après, je pense que ce n'est pas, c'est pas ça être metteur en scène. Donc du coup, voilà, moi Oui, mais ça me... en termes d'écriture, ce qui m'a intéressé quand on en a parlé, c'est que sur Hippocrate, on voit bien il y a 4 personnes qui travaillent beaucoup, avec Thomas Lilti, bien sûr, et qui construisent une progression dramaturgique, des dialogues pour 8 épisodes, enfin 2 fois 8 épisodes. Et là, par contre, pour la maison, c'est une toute autre forme d'écriture, puisque je crois qu'il y avait un canevas, il y avait une idée de départ, mais que l'association avec le comédien, Jackie Berroyer, a été fondamentale pour déclencher d'autres situations, et que c'est une écriture plus libre d'une certaine manière. De toute façon, la volonté, c'était de sortir du carcan, parce que là, c'est vraiment ça, et de la lourdeur de l'écriture sérielle 8x52, dans laquelle moi j'étais depuis 3 ans à ce moment-là, tous les jours, absolument tous les jours. C'était de trouver d'autres formes de narration et de croire aussi à d'autres formes de narration. Là, de toute façon, qui était nécessaire, puisqu'il n'y avait pas de toute façon la possibilité d'écrire un scénario, et c'était pas ce dont j'avais envie. Moi, j'avais envie de laisser plus de place à ce qui pouvait se passer au présent entre Jackie et la maison, entre Jackie et les gens qui jouent leur propre rôle dans le film, donc les amis du bar, voilà, tout ça, c'est des gens de mixer aussi la vraie fiction avec ce que Jackie peut proposer, et une dimension beaucoup plus documentaire, et de faire confiance aussi à l'écriture d'un personnage au cours du tournage, et en sachant qu'il y aurait beaucoup de choix qui seraient faits, notamment sur le personnage et son degré de malice, voilà, au montage. Et c'est ce qu'on a fait. C'est au montage a beaucoup été caractériser le personnage et sa trajectoire. Voilà. Alors, il y a quelques questions, donc je vais te les poser. D'abord, il y a une question sur les liens entre les scénaristes. Est-ce que effectivement, il y a des liens avec d'autres scénaristes, et comment effectivement vous échangez ensemble? Est-ce que vous avez ce temps-là sur des projets, ou pas d'ailleurs, sur des méthodes de travail? Moi, il y a beaucoup de groupes de scénaristes qui se font lire les projets, qui sont très liés et tout. Moi, je suis dans aucun groupe, aucun syndicat, donc ça existe, mais moi, je n'y suis pas. Non, moi, j'ai des liens professionnels avec des gens avec qui j'ai travaillé et qui sont importants pour moi. Mais c'est vrai que c'est moi, j'ai beaucoup plus travaillé avec des réalisateurs, en fait, parce que, à part pour cette série, si, il y a des liens qui se font, notamment sur Ainsi soit-il, les 2 créateurs, David et Vincent. Moi, c'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi parce qu'ils m'ont beaucoup transmis. Donc, il y a ce lien. Après, c'est pas quelque chose Oui, il y a aussi le lien que tu avais avec Thomas Caillet, puisque tu as Oui, fait 2 films avec lui. en fait. Mais oui, enfin, c'est des liens. Voilà, ça, c'est plutôt là dans l'autre sens. C'est plutôt l'amitié qui devient aussi un lien professionnel. David et Vincent, ou par exemple Anaïs sur Hippocrate, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé ensemble et d'avoir ces liens-là. Qui, je pense, sont des liens. Enfin voilà, ça sera pour toute notre vie là, d'avoir fait Hippocrate. Mais c'est vrai que moi, je ne fais pas partie de groupes. Ouais. Je fais partie, moi, de groupes de scénaristes où on échange sur les projets, où il y a voilà, mais je suis assez à l'écart de ça. Alors, il y a une autre question qui de nouveau, revient sur Hippocrate, qui est sur le montage. Tu en as un tout petit peu parlé. C'est-à-dire que dans l'écriture, donc, vous prévoyez aussi le montage.
Est-ce que ça correspond effectivement au travail que vous faisiez tous les quatre, c'est-à-dire d'imaginer effectivement aussi le montage? Et C'est est-ce ça, que vous hein. aviez des discussions avec les monteurs? Non, nous, on n'avait pas de discussion avec les monteurs. Ce que je regrette, mais toujours, hein, enfin, je veux dire, pour n'importe quel projet, pas forcément les séries, c'est que les monteurs sont les autres, même s'ils ne sont pas considérés comme ça légalement, c'est les auteurs du film aussi, puisque en France, les auteurs, c'est les scénaristes, les compositeurs et les réalisateurs. Je pense qu'il manque les monteurs. Mais en fait, c'est même pas qu'on imagine le montage, c'est qu'en fait, quand on lit un scénario, chacun imagine après son propre. Mais il y a déjà un montage, en fait. On sait, on écrit, après évidemment les monteurs font ce qu'ils veulent, mais en fait c'est écrit qui est en écoute quand quelqu'un parle. Effectivement, il y a un choix de est-ce qu'on va les voir tous les deux parler, est-ce qu'on va voir l'un ou l'autre et tout ça. Parfois c'est indiqué, celui qui écoute, celui qui regarde, l'écriture elle peut Oui, et être. puis le rythme que vous... Et le rythme est quand même. Il y a un rythme parce qu'il y a des cassures aussi dans le récit. Alors après, en général, c'est vrai que les monteurs ont tendance, notamment sur Hippocrate, peut-être à couper, à raccourcir certaines scènes, à couper parfois dedans, mais le montage est déjà inclus. Enfin, le rythme du montage, la taille de telle séquence, le fait que ça fasse 52 pages pour 52 minutes, ça donne quand même une idée des rapports entre les séquences, de comment on passe de l'une à l'autre et tout ça. Donc le montage, entre guillemets, enfin, oui, il est écrit. Après, évidemment, c'est pas Bien sûr. après, ils font ce qu'ils veulent, mais il se trouve que ça ressemble, même si la structure peut être différente, les scènes, voilà, c'est les mêmes dialogues dans le même ordre, avec le même temps, c'est les mêmes effets, c'est les mêmes, en général, c'est les mêmes cliffs, donc c'est les mêmes fins d'épisodes parce que ça a été écrit comme ça. Donc après, ça peut ne pas marcher du tout et on peut changer d'avis, mais c'est quand même assez rare. Donc les gros points les gros points de scénario, les séquences importantes, c'est là-dessus que les monteurs s'appuient aussi pour construire leurs épisodes. Donc ça reste la même chose. Et c'est vrai que le dialogue avec les monteurs est très, très intéressant, mais trop rare. Alors, hélas, on va devoir déjà se quitter. C'est horrible, mais c'est comme ça. Alors, tu nous dis un petit mot sur les projets quand même. Où tu en es? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu écris en ce moment? En ce moment, je fais beaucoup de ce qu'on appelle des consultations, c'est-à-dire du script doctoring, où quelqu'un arrive avec son projet de long métrage, quel que soit son avancement, et on l'aide à avancer, mais nous, on n'écrit pas. Voilà. Et sinon, ce qu'on est en ce moment, moi, là, je travaille avec Hubert Charvel sur un projet qui était un projet de film peut-être, mais qui maintenant est un projet de série, aussi parce qu'il avait beaucoup de choses qu'il veut raconter. Donc voilà, donc a priori qui se passera en grand test, hein, puisque voilà, c'est... C'est une bonne nouvelle en gros. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on va vous retrouver tous les deux. On est très content de ça. Je te remercie au nom à la fois donc du Black Maria, bien sûr, et puis de toutes les spectatrices, spectateurs.